Sur France. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce journal, le retour des affaires politico-judiciaires en 3 volets. Le PDG de la Compagnie Générale des Eaux, Guy Dejoigny, a été mis en examen. L'affaire concerne l'attribution du marché des eaux de Saint-Denis de la Réunion. Mise en examen également de l'ancien directeur général de l'Office HLM de Paris, Georges Perol, et condamnation à 5 ans de prison ferme du sénateur socialiste du Gard, Claude Pradille, pour fausse facture. Il a immédiatement été arrêté. Le Sénat vote à son tour la confiance à Alain Juppé, qui a reçu les syndicats aujourd'hui. Nous commenterons les mesures présentées par le Premier ministre avec l'ancien Premier ministre socialiste Laurent Fabius, qui est notre invité. La nouvelle incursion d'un déséquilibré dans les jardins de la Maison Blanche, le retour triomphal de Peter Blake en Nouvelle-Zélande avec sa Coupe de l'América. Et puis dans le courant de ce journal, un document exceptionnel. Il y a un mois, dans son village au Pakistan, cet enfant de 12 ans a été assassiné parce qu'il dénonçait avec trop de force l'exploitation des enfants dans son pays. Grâce à Jean-Claude Renaud et Dominique Torres, nous retracerons son itinéraire, un itinéraire hors du commun, pour lui rendre hommage et perpétuer en quelque sorte son témoignage. Je propose donc de commencer ce journal avec les affaires. Passé l'élection présidentielle, elles sont de retour au premier plan de l'actualité. L'un des plus puissants patrons français, le PDG de la Compagnie Générale des Eaux, Guy Dejoigny, vient d'être mis en examen pour corruption active. L'affaire concerne l'attribution du marché des eaux de Saint-Denis de la Réunion. Frédéric Crotat. 22 septembre 1994, Guy Dejoigny arrive à Saint-Denis de la Réunion à bord de son jet privé pour y être entendu comme témoin par un juge. Guy Dejoigny, l'un des hommes les plus puissants de France, ressortira apparemment sans problème du bureau de Jean-Michel Prêtre. Mais après 9 mois d'enquête, rebondissement, le juge décide la mise en examen de Guy Dejoigny pour corruption active sans contrôle judiciaire. Démenti dans un premier temps par la CGE, l'information était révélée en avant-première par l'hebdomadaire L'Express. Au centre de l'affaire, un contrat passé en 91 entre la Générale des Eaux et la mairie de Saint-Denis de la Réunion, un contrat de 600 millions de francs sur 20 ans qui aurait été passé dans des conditions douteuses avec versement de commissions à des hauts responsables de la mairie. En fin d'après-midi, devant le siège de la CGE, motus et bouche cousue. Vous pouvez nous dire quelle est l'ambiance dans l'entreprise? Non? Ça ne m'inspire rien, je n'ai rien à redire là-dessus. Première conséquence de cette mise en examen, le titre CGE a perdu 3% à la Bourse de Paris. La Bourse, si elle n'attendait pas cette mise en examen immédiatement, l'avait imaginé. Je crois qu'il faut relativiser la mise en examen de Guy Dejoigny, qui à 75 ans avait déjà, depuis quelques semaines, organisé sa succession en intronisant Jean-Marie Messier comme son successeur. Mais le coup est rude. Pour Guy Dejoigny, un autre juge, parisien cette fois, pourrait prononcer une deuxième mise en examen pour une autre affaire. Deuxième dossier, le jugement sévère du tribunal de grande instance de Nîmes. Il vient de condamner le sénateur socialiste du Gard, Claude Pradille, à 5 ans de prison ferme. Il avait fait financer la construction de sa piscine personnelle par le biais de fausses factures. Il a immédiatement été arrêté. Patrice Velay. Il est arrivé libre au palais de justice cet après-midi. Claude Pradille croyait encore à sa bonne étoile et à sa défense martelée « Je suis innocent ». Pourtant, les juges en ont décidé autrement. 5 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité pour le sénateur PS de Sauve dans le Gard, une sanction plus sévère que les réquisitions de l'avocat général. Il plaide son innocence depuis le début. Il a été mis en liberté dans les conditions que vous savez. Il vient prendre son jugement devant le tribunal correctionnel, il est remis en détention et on lui dit que ça fait 5 ans. À votre avis, dans quel sentiment peut-il être ? Claude Pradille, un sénateur coulé par sa piscine. Il en a financé la construction avec des fausses factures. L'office HLM qu'il présidait devait rénover cet ancien hôpital, 60 000 francs de travaux fictifs et le tour était joué. Subornation de témoins, faux témoignages et autres artifices, le sénateur a bien essayé de tromper la justice. Mais elle ne l'a plus lâché. Le coinçant même pour escroquerie dans une autre affaire. Son beau-frère avait obtenu en 91 un marché fictif d'1 million de francs sans aucune contrepartie. C'est encore l'office HLM qui payait. Claude Pradille dort ce soir en prison, même s'il a fait appel du jugement. Il est toujours candidat déclaré à la mairie de Sauve, mais sa succession est plus que jamais ouverte. La troisième affaire nous ramène à Paris où l'ancien directeur de l'office HLM, Georges Perol, est mis en examen, lui, pour trafic d'influence. Georges Perol est maire de Meymac en Corrèze et sa mise en examen intervient après une double perquisition
effectuée ces derniers jours par le juge Alphen chargé du dossier. Thierry Curté. C'est un ami, un proche de Jacques Chirac qui vient d'être mis en examen pour trafic d'influence. Georges Peyrolle était jusqu'en 1993 le président de l'office HLM de la ville de Paris, mais il est aussi élu de Corrèze. En février dernier, le juge Alphen avait longuement perquisitionné à Meymac, ville dont Georges Peyrolle est le maire. L'enquête semble établir que Georges Peyrolle et son adjoint François Tchiolina, lui aussi mis en examen aujourd'hui, renseignaient le patron d'un bureau d'études. Ce bureau d'études était celui de Jean-Claude Méry. Les renseignements confidentiels concernaient les marchés de l'office HLM. Ainsi, Jean-Claude Méry, dûment renseigné, pouvait faire payer les entreprises qui souhaitaient avoir accès au marché des HLM de la ville de Paris. C'était l'un des rouages du système de financement parisien, du RPR. Et puis, dans le dossier du financement du Parti républicain, là encore, une perquisition du juge Van Ruymbeck hier après-midi chez un ancien collaborateur de Gérard Longuet. Perquisition sur la foi d'une lettre anonyme selon laquelle M. Longuet aurait tenté d'obtenir en 1987 une commission de la part d'un groupe industriel français pour financer son parti. Ce groupe aurait par ailleurs demandé l'intervention d'Alain Madelin, qui était à l'époque ministre de l'Industrie, pour obtenir un marché. M. Madelin, qui vous le savez est aujourd'hui ministre de l'Économie, dément formellement toutes ces informations qui sont selon lui sans fondement. 1 millier de personnes ont manifesté en fin d'après-midi dans les rues du Havre autour des parents du jeune Imad Bouhoud, ce Français d'origine tunisienne, jeté à l'eau en avril dernier après une altercation avec 2 skinheads. La mère de la victime a à nouveau demandé justice pour son fils et a lancé un appel au calme. Vous le savez, il y a eu des incidents ces derniers jours dans les rues du Havre entre groupes rivaux. Et puis la semaine dernière, dans ce même journal, nous évoquions les brutalités dont étaient victimes les bestiaux au marché de Sancoin dans le Cher. Les images ont indigné toute la région. À l'invitation des responsables du marché, Marc Maisonneuve, Bernard Ronflet et Emmanuel Bec sont retournés sur place aujourd'hui pour constater d'éventuels changements. L'accueil a été brutal lui aussi. Est-ce que vous avez vu ce que vous vouliez voir? À Sancoin, il n'y a pas que des brutes, nous a dit le maire, et ce matin, il est là pour nous le montrer. Quel était le problème? Qu'est-ce qu'il nous reproche? J'aime autant rien dire parce que ça va. Mais dites-moi. Ici, on conteste l'utilisation des aiguillons que nous avons montrés lors de notre précédent reportage. Explication. Les bêtes qu'il y a là, c'est notre poignon. On manipule notre argent. Je vois pas quel intérêt. Invités, nous sommes venus pour écouter les éleveurs, mais ici, on n'a pas la même conception du dialogue que nous. Caméra cassée, cassette volée, les coups. Le départ est plutôt précipité. Pourtant, nous avions essayé, par exemple, de savoir comment les 3 contrôleurs vétérinaires travaillent avec 1,5 million de bêtes chaque année. C'est certainement peu pour effectuer tous les contrôles, si bien que nous ne pouvons évidemment pas être derrière tous les camions. Il y a 350 à 400 camions qui transitent sur un marché. Des animaux qui descendent, des animaux qui montent. Nous ne pouvons pas être assistés à chaque déchargement. Il peut y avoir bien sûr des problèmes qui nous échappent. Le président des marchés aux bestiaux ne peut pas non plus être partout. Il y a 50 marchés en France. Si je viens ici aujourd'hui, c'est pour dire que nous ne voulons pas non plus d'image comme ça. Il y a beaucoup de marchés en Europe, je vous le disais tout à l'heure, on ne tient pas du tout à avoir une mauvaise image de marque, ça ne sert à rien. Car l'enjeu économique est de taille. Sancoin est le plus grand marché aux bestiaux d'Europe. Mais ici, visiblement, les possibilités de dialogue sont limitées. La force de l'habitude, sans doute. La politique française à présent, Jacques Chirac a été reçu ce matin à la mairie de Paris par son successeur Jean Tibéry lors de la traditionnelle réception du chef de l'État à la mairie de la capitale. Et puis en milieu de journée au palais de l'Élysée, le président de la République a reçu à déjeuner son gouvernement à l'issue du 2e Conseil des ministres. Le chef de l'État qui en a profité pour féliciter son Premier ministre pour sa déclaration de politique générale d'hier. Le Sénat a voté à son tour la confiance au Premier ministre Alain Juppé qui commençait ce matin ses entretiens avec les partenaires sociaux. Premier contact apparemment positif, même si les syndicats attendent de voir. Yannick Letranchant et Frédéric Faure. Les premiers ministres changent, mais le rite est immuable. Photo souvenir sur le perron. Force ouvrière, la CGC et la CFDT ont tout vers le bal. Première impression sur la forme. Une impression plutôt décontractée et une volonté de discussion et une volonté de vouloir convaincre.
Volonté de convaincre les uns et les autres. 60 minutes d'entretien à chaque fois, une explication de texte en quelque sorte, au lendemain de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Marc Blondel a notamment indiqué que l'augmentation du SMIC, promise au 1er juillet, devrait atteindre les 4%. Au menu des discussions, l'emploi et les exonérations de charges pour les entreprises, à la sortie, réserve d'usage. Oui à l'amélioration des revenus des salariés et des retraités, mais attention de ne pas reprendre fortement d'une main ce qui a été donné de l'autre. Deux interrogations pour les syndicats, qui va financer et comment, et les entreprises joueront-elles le jeu? Le Premier ministre fait le pari que nous allons avoir une croissance qui va être durable et une croissance qui va avoir réellement un impact sur l'emploi. Et ça, au jour d'aujourd'hui, ça me semble être un pari risqué. Première série de rencontres entre les syndicats et le Premier ministre. La suite, c'est demain. Les réactions sont pour l'instant mitigées. Un oui inconditionnel pour l'augmentation du SMIC, mais des réserves sur l'emploi et la protection sociale. Et en attendant de savoir comment Alain Juppé compte financer les mesures annoncées hier, la monnaie française reste fragile. 3,55 francs pour un mark en fin de journée, en légère progression toutefois par rapport à ce matin. L'autre grand volet du programme d'Alain Juppé, ce sera le référendum sur l'éducation. L'un des points discutés, celui des rythmes scolaires, semaine de 4 jours ou de 5 jours. Un serpent de mer qui revient régulièrement et dont les enjeux ne sont pas uniquement l'intérêt des enfants. À Grenoble, France Arvois et Arnaud Le Goff. 8h moins le quart. Alix se lève, il a 9 ans, il est en CE2 à l'école primaire Georges Clémenceau à Grenoble et tous les matins c'est le même rituel. Tous les matins sauf le mercredi car l'école c'est 5 jours par semaine. Est-ce qu'elles sont longues vos journées? Oui, un petit peu. Non. Oui. Et t'as l'impression des fois d'être très fatiguée dans la journée? Je suis plus fatiguée l'après-midi que le matin. Ça c'est bien normal. Avec 6 heures d'école par jour, la journée française est la plus longue d'Europe. Pourtant, jusque-là, l'aménagement des rythmes scolaires n'a porté que sur la semaine, libéré le samedi par exemple, ce qui satisfait surtout les adultes. On s'est rendu compte que l'enfant, en fait, devait suivre de plus en plus le rythme des adultes, mais ce n'était pas son rythme à lui. Bien sûr, je préférais qu'il n'aille pas à l'école le samedi matin, mais puisque je ne travaille pas ce jour-là. Autre aménagement, la semaine de 4 jours. En 92, 41% des écoles primaires de l'Isère souhaitaient adopter ce rythme déjà en vigueur dans les Rhônes. Il a un inconvénient, les grandes vacances sont raccourcies. Je pense qu'on pourrait facilement les raccourcir, sans dommage ni pour les enfants ni pour les enseignants. Les spécialistes du temps de l'enfant sont d'accord au moins sur un point, c'est le rythme quotidien qu'il faut modifier. Activité intellectuelle le matin, sportive ou culturelle l'après-midi. L'expérience est déjà menée à Épinal dans les Vosges, mais les enfants comme Alix y sont pris en charge toute la journée. Si Alix ne travaillait que le matin, s'il avait plusieurs activités dans l'après-midi, je ne pourrais pas m'en occuper pour aller le chercher d'un endroit à l'autre. C'est pas possible en travaillant. Les écoles primaires sont financées par les collectivités locales. Une telle réforme pèserait plus lourd dans le budget des petites communes, mais l'intérêt d'Alix et des autres enfants est à ce prix. Parmi les réactions qui se sont multipliées aujourd'hui après la déclaration de politique générale d'Alain Juppé, celle de l'ancien Premier ministre Raymond Barre qui qualifie de normal le discours du Premier ministre et attend lui aussi de voir. Le nouveau gouvernement bénéficiera-t-il d'un état de grâce? Oui, si l'on en croit un sondage BVA pour Paris Match, 62% des Français font confiance à Alain Juppé et à ses ministres pour changer les choses. Invité de notre édition de 20h, l'ancien Premier ministre socialiste Laurent Fabius, bonsoir. Bonsoir. Il y a eu de multiples déclarations, je le disais, depuis hier après-midi. On vient d'entendre les syndicats, apparemment ils n'émettent pas beaucoup de réserves pour l'instant, même s'ils attendent de voir. Plutôt favorablement impressionnés. Ça vous surprend? Non, je crois que c'est dans l'ordre des choses. Il y a un nouveau gouvernement qui s'installe. On peut avoir un sentiment, mais il faudra surtout juger sur pièce. Il n'est pas question de faire un procès d'intention. Alors là, on réagit surtout par rapport à la déclaration de politique générale qui a été faite hier. Bon, moi, je suis député, donc je siégeais à l'Assemblée. On a beaucoup commenté la forme en disant c'était un petit peu long, etc. C'est peut-être vrai, mais ça ne me paraît pas du tout l'essentiel. L'essentiel, c'est le fond. Et sur le fond, je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes à noter dans cette déclaration de politique générale. La première, c'est que par rapport à l'objectif de création d'emplois et de lutte contre le chômage, que tout le monde partage, c'est évident,
Les propositions que nous a faites M. Juppé sont quand même des propositions très traditionnelles qui ont déjà été utilisées largement dans le passé, et des propositions nouvelles comme un certain partage du temps de travail, comme des emplois de service aux personnes, on ne les voit pas très présentes. Donc la question qu'on peut se poser légitimement, c'est pourquoi ces propositions classiques donneraient des résultats sensiblement meilleurs. Ça, mais la hausse du SMIC, par exemple, vous considérez que ça va dans le bon sens? Je pense que ça va tout à fait dans le bon sens. Et ça pose la deuxième série de questions. C'est la question sur laquelle beaucoup de vos collègues reviennent, qui est la question du financement. Bon, prenons l'exemple du SMIC. Une hausse de 4%, c'est très bien, à condition qu'on ne reprenne pas de l'autre main par la hausse de TVA, ce qu'on donne aux salariés par une partie des salariés par la hausse du SMIC. Alors ça, c'est la deuxième question, c'est la question du financement. J'ai fait des additions ce matin en prenant à tête reposée la déclaration d'Alain Juppé. Bon, prenons des exemples précis. L'allègement de charges, c'est 50 milliards. L'allocation pour le premier enfant, l'allocation parentale pour le premier enfant, quand elle sera en rythme de longue période, c'est de l'ordre de 60 milliards. Le contrat initiative emploi et le contrat d'accès à l'emploi pour les jeunes, c'est de l'ordre de 30 milliards. Bon, je pourrais ajouter d'autres mesures. Donc, en gros, c'est quelque chose qui tourne autour de 150 milliards. Et le grand problème pour le gouvernement et pour le pays, c'est qu'on a déjà un déficit des finances publiques qui est très important. Si on ajoute ces dépenses et qui ne sont pas financées, vous voyez le problème évident que ça pose. Et on est un petit peu dans la situation où on dit aux gens, bon voilà, choisissez le menu, mais on ne met pas les prix en face. Oui. Et moi, ma crainte, c'est que après les élections municipales, puisqu'on voit bien le calcul... Alain Juppé a dit ici même hier soir que ça ferait l'objet effectivement d'un collectif budgétaire au mois de juin. Mais on risque d'avoir maintenant les bonnes annonces et les autres après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va nous dire l'emploi certainement et les impôts peut-être, et demain on risque de nous dire les impôts certainement et l'emploi on verra. Est-ce que vous pensez qu'Alain Juppé avait le choix? Si l'on veut véritablement endiguer le chômage, est-ce qu'il avait le choix de faire autrement? L'objectif, il est évidemment celui d'endiguer le chômage. Mais je pense qu'en termes d'imagination, c'est-à-dire de nouvelles pistes qu'il faut explorer, je pense en particulier au partage du travail et aux emplois de service à la personne, et en termes de justice sociale dans le financement, il faudra à la fois être plus équitable et plus précis. Sinon, la surprise risque d'être un petit peu douloureuse. Monsieur Fabius, vous dites que cela va coûter beaucoup d'argent. Est-ce que vous n'êtes pas finalement en train de renvoyer au gouvernement d'Alain Juppé les critiques que l'on faisait au gouvernement socialiste en 1981? C'est possible, mais la situation n'est pas la même, puisque, vous le rappelez, en 1981, l'inflation était à 15%, je crois, et nous avons pu la faire descendre. Aujourd'hui, le gouvernement d'Alain Juppé a la chance de bénéficier d'une situation économique internationale qui est bonne. Mais il a un handicap, c'est que, compte tenu de la situation qui lui est laissée, le déficit des finances publiques est très très lourd. Donc je pense qu'il serait plus avisé, en face des mesures positives qui sont proposées, de mettre le financement et de mettre un financement juste. Sinon, nous aurons de mauvaises surprises. Et d'ailleurs, vous voyez que sur le plan monétaire, évidemment, beaucoup de gens s'interrogent. Ce n'est pas une question politique. Oui. Dans quel état d'esprit est-ce que les socialistes s'opposeront au gouvernement dans les semaines, dans les mois qui viennent? Est-ce que vous allez laisser du temps? Mais il faut bien sûr laisser du temps. C'est un Premier ministre, un gouvernement, un président qui s'installe ne peut pas obtenir des résultats en quelques jours. Mais nous jugeons les intentions, j'ai dit ce que j'en pensais, et nous jugerons surtout les actes. Nous nous opposerons lorsqu'il le faudra. Nous ferons preuve d'imagination dans nos propositions et nous resterons rassemblés. Je crois que c'est notre tâche. Je vous remercie, Laurent Fabius, d'avoir accepté notre invitation. Dernière information politique de la journée, l'élection de Michel Péricard, le député des Yvelines, à la présidence du groupe RPR à l'Assemblée nationale. Il succède ainsi à Bernard Pons, nommé au gouvernement. Je vous propose de découvrir maintenant le document que nous évoquions dans les titres de ce journal. Il s'appelait Iqbal Massi, il avait 12 ans et il sillonnait le monde pour dénoncer l'exploitation dont sont victimes les enfants dans son pays. Une forme d'esclavage par le travail. Iqbal avait lui-même travaillé, enchaîné sous les ordres de fabricants de tapis. Il y a un mois, on l'a fait taire. Il est mort assassiné dans son village, coupable d'avoir dénoncé trop fort ce fléau d'un autre âge. Un document et des témoignages recueillis par Jean-Claude Renaud et Dominique Torres. Ces images sont les seules de l'enterrement d'Iqbal Massi, martyr des enfants esclaves du Pakistan. Il a été abattu sur son vélo le 16 avril dans son village près de Lahore. Il avait 12 ans. Cet homme, Eshan Ullah Khan, est président du Front de libération contre le travail esclave. Iqbal était comme son fils.
La plupart de ces enfants qui pleurent sont d'anciens esclaves qu'Iqbal a lui-même libérés au cours de dizaines de descentes dans les ateliers. Iqbal commence à travailler à l'âge de 4 ans. Pour payer une dette de 60 francs, son père le loue à un fabricant de tapis. Il gagne quelques centimes par jour, mais sa dette augmente chaque fois qu'il s'endort sur le métier. Au bout de 6 années d'esclavage, elle a été multipliée par 26. En 92, une loi interdit le travail esclave au Pakistan, mais personne ne l'applique, aucun cas n'est signalé, aucun employeur sanctionné, aucun procès instruit. Pourtant, cet ancien journaliste veut faire appliquer la loi. Malgré les menaces, les calomnies, malgré même la prison, Eshanullah Khan se bat pour les enfants à la tête du front de libération contre le travail esclave. C'est lui qui libère Iqbal, Iqbal qui désormais parle. एक दिन एक बच्चा बीमार सी वो कंत नहीं छया 2 दिन नहीं जो कंत आया ते मालिक ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ Iqbal apprend à lire avec passion. Il rêve d'être avocat. Il milite, défile dans les rues, mais surtout libère des centaines d'enfants. Le petit garçon chétif devient bien vite un meneur. रस्सी मुंडे उठा लांगी क्योंकि उनकी वाला तो मुंडे नहीं बहन रही फिर मैं घर ना जिम्मे पे सुता ही कि मालिक आया उसने मुझे आवाज दी तो मैंने उठा तो वो फिर चला गया फिर मैं ना ईस्टर के बाद हमारा ईस्टर था ना मैं गया था ईस्टर वाले दिन हम वीडियो खेल रहे थे. L'Amérique s'enthousiasme pour lui, il reçoit le prix Reebok pour la jeunesse en action. Iqbal Masih, ladies and gentlemen. Leader, inspiration, giant. We honor you with the Reebok Youth in Action Award. Du haut de ses 12 ans, Iqbal lance un appel à l'Occident. उनके बच्चों का हक है सिर्फ पढ़ना उनके हाथ में ये कलम होनी चाहिए काम करने वाला औजार नहीं. C'est la consécration ABC News en fait l'homme de la semaine. Tonight, we focus on a child. La croisade d'Iqbal commence à payer. Au Pakistan, le front contre l'esclavage multiplie les interventions. Les enfants hagards sont extirpés de leurs trous noirs. La tâche est colossale. Dans la quasi-totalité de l'Asie et de l'Amérique latine, des millions d'enfants s'épuisent à fabriquer des briques, des tapis, de la verrerie, des allumettes. Dès 4 ans, ces petits esclaves n'ont pas d'autre horizon que celui-ci. Iqbal est devenu un individu dangereux, un enfant à abattre. Sur cette route, à la tombée de la nuit, il fait du vélo. Une décharge de chevrotine, il est abattu, criblé de 120 plombs. Pour son cousin qui pédalait avec lui, la thèse de l'accident ne tient pas. Ce que disent les journaux est faux, c'est une histoire inventée. Il n'y a jamais eu d'accident avec une charrette et un âne. Au commissariat, on nous a seulement demandé de mettre nos empreintes digitales sur une feuille blanche. Aucune question ne nous a été posée. Iqbal n'est peut-être pas mort pour rien. Un mois après son assassinat, son message est parvenu à nos enfants. C'était le 13 mai dernier à Paris, le Parlement des enfants. Pour ce petit garçon qui défendait les autres enfants esclaves, une minute de silence.
Oui, dans la brutalité des statistiques, un chiffre permet de mesurer la dimension du fléau dénoncé par ce petit garçon de 12 ans. 100 millions d'enfants à travers le monde seraient exploités chaque jour. La guerre encore et toujours à Sarajevo en Bosnie. 3 morts, 20 blessés, dont un casque bleu français. Des bombardements attribués aux Serbes qui auraient utilisé des bombes au phosphore particulièrement dangereuses. Hervé Brusini. Banalité d'une guerre, énième déluge de feu sur la colline de Bordeaux, aux environs de Sarajevo. Pourtant, comment s'habituer aux bombes, surtout lorsqu'elles ressemblent à ceci? Petite projection blanche, épaisse fumée, autant de signes qui n'échappent pas au coup d'œil de l'expert. Vous voyez cela, ce sont des petits morceaux de phosphore blanc. Quand ils sont en contact avec l'air, la fumée se développe comme un nuage, affirme ce spécialiste militaire. Si les morceaux de phosphore touchent la peau, ça brûle. Il est absolument interdit d'utiliser cela contre une cible humaine, quelle qu'elle soit. Cette flagrante violation des conventions de Genève, est-ce que cela importe beaucoup à cette femme? Il faut d'abord sauver sa peau, et tant pis si l'on croise le lieu même où quelques heures auparavant, 2 personnes ont été victimes d'un obus. Et les blessés, que peuvent-ils bien penser des actuelles négociations de ce qu'on appelle le groupe de contact, de l'intransigeance serbe qui s'oppose toujours à une reconnaissance de la Bosnie? Quand votre maison brûle, quand votre seule priorité est de fuir par le balcon, à quoi bon savoir que dans les rues de Sarajevo, des dizaines de grenades ont été tirées? Des grenades pleines de gaz innervant, selon l'armée bosniaque. Il faut se résoudre à survivre dans l'invivable. Alors, peu importe si lorsqu'on demande des frappes aériennes, la réponse de l'OTAN est toujours la même. Les échanges d'artillerie n'ont pas encore atteint le niveau requis. Oui, et il y a tout juste une heure, une base logistique des Nations Unies, toujours à Sarajevo, a été visée par des bombardements. Nous venons de recevoir les images. Un obus a complètement détruit cette base. Au moins 3 casques bleus auraient été blessés. La réputation de forteresse inviolable, naguère attribuée à la Maison-Blanche, a vécu depuis une série d'incidents ces derniers mois. Cette fois, un homme de 37 ans a réussi à pénétrer la nuit dernière dans les jardins de la résidence officielle de Bill Clinton. Il a été blessé dans une courte fusillade. Jean-Marc Ilouz. Encore une fois surprise, la vigilance des services de protection de la Maison-Blanche. L'inconnu, armé d'un revolver, intercepté hier soir sur les pelouses même de la résidence présidentielle, avait pu escalader la grille sud sans déclencher le moindre système d'alarme. On sait ce soir que son arme n'était pas chargée et que c'est la même balle tirée par un garde qui l'a blessé avant d'atteindre un autre garde du Secret Service. Bill Clinton et sa famille n'étaient pas encore couchés et à aucun moment ils n'ont été menacés. Après s'être assurés que l'intrus avait bel et bien agi seul, les policiers américains ont retrouvé facilement sa voiture à proximité. Leland Majewski, un blanc de 37 ans, livreur de pizza, sortait semble-t-il de dépression, mais, dit cette femme policier, il n'avait pas le comportement d'un déséquilibré. En septembre dernier, un déséquilibré à bord d'un avion de tourisme volé s'était écrasé à quelques mètres de la résidence présidentielle. En octobre, un autre malade mental était venu, sans faire de victime, vider un chargeur à travers les grilles. En décembre dernier, un policier trop nerveux abattait froidement un sans domicile fixe qui manipulait un couteau sur un trottoir de la Maison-Blanche. Depuis la semaine dernière, la célèbre Pennsylvania Avenue, qui longe la façade nord de la Maison-Blanche, était fermée à la circulation. Décision acceptée à regret par Bill Clinton après l'attentat à la voiture piégée d'Oklahoma City. Sécurité oblige, la Maison-Blanche ne pourra plus rester une maison de verre. Et puis dernière information en provenance de l'étranger, la mort de l'une des figures de la politique en Grande-Bretagne, Harold Wilson. Il avait été 2 fois Premier ministre dans les années 60, puis dans les années 70 à la tête du Parti travailliste. Il est décédé dans son sommeil la nuit dernière à l'âge de 79 ans. Retour en France avec, à la veille des fêtes de l'Ascension, le traditionnel rassemblement des Gitans au Sainte-Marie de la Mer. Ils viennent fêter leur patronne, Sainte Sarah, dans le delta du Rhône. Une fête rituelle à travers le regard d'un enfant. Sur place, reportage de Valérie Astruc. Les Saintes-Maries, une cité radieuse. Pour les Gitans, c'est jour de pèlerinage. Les caravanes, pour ne pas changer, stationnent aux abords de la ville.
Baito, petit gitan de 7 ans, est arrivé hier soir. Depuis sa naissance, il vient chaque année, il prend donc des habitudes. Alors ce matin, il fait comme les touristes, il visite la ville. Juché sur les épaules de son grand-père, il écoute et compare la musique des autres gitans venus de l'étranger. Son instrument à lui, c'est sa voix, un apprentissage consciencieux. Moi j'aime chanter parce que je suis un gitan. Mais il est 15 h, les cérémonies vont commencer, une obligation, ne pas être en retard. À l'heure H, plus de 5000 gitans rassemblés et presque autant de touristes. La statue de Sainte Sarah, la Vierge Noire, sort de l'église, direction la mer. Chants et recueillements pour la foule en mémoire de cette sainte qui évangélisa les gitans il y a presque 2 siècles. Sarah les rencontra au Sainte-Marie, du coup, la petite station balnéaire est devenue la terre de pèlerinage des gitans. La légende veut que la sainte soit arrivée ici en Camargue et c'est donc à la mer que les gens du voyage termineront la procession, avec un geste symbolique, pénétrer dans l'eau. Je fais ça en honneur de Sainte Sarah. Sainte Sarah que notre petit gitan viendra prier chaque année, même quand il sera grand. En sport, décision concernant l'avenir de l'Olympique de Marseille. C'est finalement une société d'économie mixte qui gérera le club, articulé autour des collectivités locales et notamment la mairie de Marseille. Et puis une ovation pour le navigateur néo-zélandais Peter Blake, de retour au pays, la Coupe de l'América sous le bras. Il est un mythe en Nouvelle-Zélande. Il a été accueilli par 400 000 personnes. Vincent Nguyen. Le commentateur néo-zélandais jubile. Ça y est, dit-il, la Coupe de l'América est en Nouvelle-Zélande. Et ceux qui l'ont apporté, Peter Blake et son équipe, sont les nouveaux héros nationaux. La preuve, ce triomphe dans les rues d'Auckland. Plus de 300 000 personnes, un tonnerre d'applaudissements dans une tornade de confettis sur la ville natale de Peter Blake. Incroyable! J'avais jamais vu ça. Vous réalisez maintenant que vous avez gagné? Maintenant, oui. 5-0. C'est le score de la victoire il y a 10 jours, signe de l'écrasante domination de l'équipe de Blake. Ils ont accompli l'exploit, arraché la Coupe de l'América aux Américains qui en 144 ans d'existence ne l'avaient concédé qu'une seule fois, à l'Australie en 83. La Coupe de l'América est maintenant aux mains des Néo-Zélandais et ils ne comptent pas la lâcher de sitôt. À 3 jours du Grand Prix de Formule 1 qui se déroulera à Monaco et à quelques encablures du Festival de Cannes, une vente aux enchères hors du commun aujourd'hui. Des voitures de luxe et parmi elles, celle de Charlie Chaplin, une superbe Rolls-Royce. Reportage de Marianne Mas et Richard de Silvestro. Le Kid n'aurait jamais cru qu'il pourrait s'offrir un jour une voiture de luxe. Mais en 1931, à l'apogée de sa carrière après son film « Les Lumières de la Ville », Charlie Chaplin devenait l'heureux propriétaire de cette Rolls-Royce, une Phantom 2 Croydon décapotable. Côté sentimental, c'était elle la vedette au milieu des 45 voitures de collection présentées en principauté de Monaco. Un modèle rare de la maison anglaise, puisqu'elle se conduit à gauche, Charlot y était très attaché. Charlie Chaplin, a priori, aimait beaucoup cette voiture, il l'a gardée une dizaine d'années. Et ensuite, en 1942, il a divorcé avec sa femme Paulette Godard, comme vous connaissez l'histoire, et il a donné cette voiture en règlement du divorce. Paulette Godard la vendra 1000 $, puis de collectionneur en collectionneur, la Rolls de Chaplin reviendra en Grande-Bretagne 50 ans plus tard pour être totalement rénovée. Sur la grille de départ de la vente aux enchères, d'autres stars ont aussi concurrencé la Rolls capitonnée. Les amateurs apprécieront l'une des premières Maserati, une voiture de course avec laquelle le prince de Siam a gagné le Grand Prix de Nouvelle-Zélande en 1955. Un clin d'œil à Monaco avant les premiers essais de Formule 1, version 95. De Monaco à Cannes, pour terminer ce journal, nous ne nous intéresserons pas ce soir aux films en compétition, mais aux 1000 bruits qui courent sur la croisette. Pas facile de les capter. Nicolas Vinclair et Didier Dahan se sont fait insectes dans les coulisses de l'hôtel Carlton pour essayer d'y parvenir. Le problème avec la fine fleur, c'est qu'elle tient à ses secrets. Alors pour découvrir l'essentiel, nous nous sommes fait tout petits. Le meilleur moyen de faire mouche, c'était encore de se prendre pour une abeille. La vie d'un grand hôtel commence toujours sur sa plage. Sauf que voilà, 200 francs l'accès au matelas, mieux vaut être argenté pour se dorer la pilule.
Nous voici face au Carlton. C'est presque une ville, ou plutôt non, c'est une ruche. 1000 personnes y vivent en période de festival. Devant l'entrée, là-bas derrière, une présence ferme et discrète. L'un des 20 membres du personnel de sécurité, tous sont entraînés à la protection rapprochée. Tony Curtis voulait avoir la paix. Nous voici dans les profondeurs de la machine, l'une des plus extraordinaires caves à vin. Quel est votre meilleur vin pour le repas de Sting de ce soir? Après, pour lui conseiller s'il veut. Plusieurs milliers de bouteilles, des crus sortis tout droit des années 20, des vins sortis tout droit des coffres forts. Le plus cher va taquiner les 10 000 francs. La blanchisserie, c'est ici que sont lavés les draps du beau linge, 3 tonnes par jour. C'était chouette la visite aux cuisines. Il y avait tout ce qu'il faut, plus du sucre et du miel. 460 francs le menu gastronomique, aïe ouïe avec sa vinaigrette de Rouget, sa poêlée de Saint-Pierre, sa noisette de veau et son tonneau de chocolat. Ça, c'est la salle à manger, décor 1912, mais la reine des abeilles m'a suggéré d'aller à la gare, croquer un sandwich. Bon, tristounet, j'ai préféré aller au dernier étage, regarder les filets mire. Simple curiosité. 9h15. Briefing de la direction. Un hôtel comme le Carlton, c'est une petite ville, d'accord, mais c'est d'abord une grosse entreprise. 210 millions de francs de chiffre d'affaires, 45 millions de bénéfices. Vous l'avez compris, il est des rêves qui ne se déclinent qu'en dollars. Ce soir, Sting occupera cette suite, 12 500 francs la nuit. Ce n'est ni la plus grande, ni la plus chère. La mienne fait 400 mètres carrés et coûte à peine 45 000 francs. Ah, qu'il est bon de taquiner la fine fleur, mais quand on est un insecte mondialement recherché par son banquier, c'est le genre d'histoire qui finit mal. Aïe, on en aurait presque le bourdon. Voilà, et demain, inutile de se transformer en mouche ou en abeille, puisque nous consacrerons une large partie de notre journal du jeudi de l'Ascension à ce festival de Cannes, avec notamment un entretien exclusif avec l'actrice américaine Sharon Stone, qui est arrivée sur la Croisette, et en plateau depuis Cannes, Catherine Deneuve et John Malkovich, qui jouent ensemble dans un film d'un réalisateur portugais. Une petite précision avant de refermer cette édition concernant le reportage sur Iqbal Masih, ce petit Pakistanais de 12 ans, assassiné il y a un mois. Le commentaire, je vous le disais, était de Jean-Claude Renaud et Dominique Torres, et le reportage a été réalisé par Serge Moati sur des images de Roger Motte. Voilà pour cette précision. Dans un instant, la météo de Sophie Davant, avec pour demain une journée plutôt maussade. Le dernier journal vous sera présenté par Catherine Sellac vers 23h40. À 13h, vous retrouverez Daniel Bilalian. Je vous donne rendez-vous demain soir à 20h. Très bonne soirée, merci.